à être effectué sur des biens, donc des processus industriels, ou bien un système industriel qui soit électrique ou là, hydraulique ou mécanique ou n'importe quel autre domaine. Donc aujourd'hui, nous allons voir la présentation d'une façon générale. Donc nous allons donc aborder la notion de fiabilité, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que c'est que la fiabilité d'un système, à partir de quel moment on peut parler d'une bonne fiabilité, d'une mauvaise fiabilité, quel est le critère retenu, comment peut-on la mesurer, et le degré, si vous voulez, voilà, c'est de fiabilité. Donc, comment peut-on le mesurer? Donc, si on peut faire, euh, c'est pas quoi, si on peut faire, mais en fait, nous allons, si vous voulez, faire appel à des notions de probabilité, c'est-à-dire quelle est la probabilité, quel est le pourcentage de chance dont on dispose pour pouvoir décrire le degré de fiabilité d'un système euh, pour avoir la fonction, parce que le fonctionnement, c'est en fait, c'est ce qui est visé derrière, c'est ce qu'on appelle la fonction requise. Donc, on a toujours, quand on a fait le premier chapitre, donc on avait parlé de la fonction requise. En fait, tout ce que nous faisons, tout ce que nous concevons comme au niveau de la conception, de dimensionnement, enfin, tout ça. Donc, le but finalement des systèmes industriels, bien des systèmes en général, c'est que nous allons nous en servir pour assurer un certain but, un certain produit, un certain résultat, un certain travail. Et donc, le système doit accomplir une fonction bien déterminée. Donc, c'est une fonction qui est mesurée, qui est déterminée à l'avance. Donc, il faudrait savoir justement si- quel est le pourcentage de chance que j'ai que justement ce système-là industriel va effectuer ce travail-là avec, avec un certain degré de fiabilité. Donc là, on va arranger toutes ces connaissances-là afin de pouvoir parler, de mesurer, de comparer, de juger et aussi de faire donc une analyse, un rapport, de rendre compte sur l'état d'un bien. Dans la notion de fiabilité, nous allons aborder aussi un paramètre qu'on appelle le taux de défaillance. Donc, c'est un premier paramètre relativement simple à déterminer qui va le taux, donc le taux c'est un pourcentage, hein, c'est une probabilité, enfin, voilà, c'est un pourcentage qui va nous donner qui va nous donner sous certaines conditions, comme on l'a vu la première partie de ce module, sous certaines conditions de fonctionnement, c'est-à-dire est-ce que nous sommes dans des conditions normales, nominales, ou bien nous sommes en dehors de ces conditions-là. En tout cas, dans les deux cas, nous allons pouvoir déterminer ce qu'on appelle le taux de défaillance. Quel pourcentage? Quel est en fait le taux de défaillance? Voilà, c'est le taux de défaillance, c'est-à-dire quel est le nombre finalement d'éléments qui peuvent présenter, ou bien qui présentent déjà des défaillances sur un ensemble d'éléments constituant le système. D'accord? Donc le taux de défaillance s'appelle aussi le taux d'avarie. Donc le taux, bon, vous allez, en fait, c'est un calcul, hein. Le taux d'avarie, bon, donc, selon les éléments recueillis, donc les éléments, par exemple, des relevés statistiques, d'accord, euh, les relevés statistiques vont nous permettre justement de calculer ce taux, voilà, donc ce chiffre-là, qui va nous donner un aperçu sur l'état du bien. Ensuite, et parallèlement, on peut déterminer ce qu'on appelle la MTBF. MTBF, nous allons la voir tout à l'heure. Donc, la MTBF, c'est l'abréviation de la moyenne des temps de bon fonctionnement. Vous savez, c'est un temps, c'est une mesure du temps, et cette mesure, elle est rattachée à la notion de fonctionnement, disons, normal, un bon fonctionnement, ce qu'on appelle aussi un bon fonctionnement. Ensuite, nous allons
être un peu plus, nous allons aller un peu plus loin, dans la mesure où nous allons définir ces paramètres-là en fonction du temps. C'est-à-dire que si nous avons un système qui est en fonctionnement durant une certaine période, eh bien, cette période-là, donc dans les intervalles de cette période-là, bon, nous allons pouvoir justement décrire la fiabilité, d'accord? Donner une notion de fiabilité, un nombre caractéristique concernant la fiabilité de ce système dans ces intervalles de temps. C'est-à-dire que dans ces intervalles de temps qui vont donc euh, constituer, si vous voulez, le temps de fonctionnement, ou bien le temps d'exploitation global. Donc là, on va faire en quelque sorte, en réalité, donc, nous allons faire intervenir le temps t. Parce que finalement, au cours du temps, qu'est-ce qui se passe, bon, etc. Ensuite, nous allons donner d'autres indicateurs qui vont encore renforcer enfin, qui vont donner, si vous voulez, une meilleure connaissance du degré d'exploitation du bien. C'est-à-dire, est-ce que finalement ce système que vous avez, est-ce qu'il présente vraiment un degré de on va voir la maintenabilité, c'est-à-dire est-ce que son état va demander une maintenance plus ou moins importante. D'accord. Donc là, il faut aussi déterminer des paramètres qui vont justement nous renseigner sur ce degré-là. Alors la première partie va concerner, si vous voulez, euh, la notion de fiabilité. Donc là, la fiabilité, donc, c'est quelque chose qui est très, très importante. Donc c'est un critère très, très important euh, pour parler de la qualité. Donc ici, c'est la qualité d'un produit. Donc, pour pouvoir parler de la qualité d'un produit, donc, il faut introduire la notion de fiabilité. Non, la fiabilité, tout simplement, c'est est-ce que l'élément, en réalité, est-ce que l'élément, il est fiable, quelque chose sur lequel pourcentage de chance que ce système-là, je peux lui faire confiance jusqu'à un certain degré pour qu'il accomplisse la fonction requise. Alors, c'est juste ici une parenthèse. Donc, par exemple, c'est vrai que dans un système, euh, n'importe quel système en fonctionnement, bon, on va subir des défaillances. Et ces défaillances-là, bon, elles varient au cours du temps. Donc là, on appelle ça donc l'état de dégradation. Donc, au fur et à mesure qu'il y a exploitation, donc les éléments constituant un système, un équipement industriel, va subir des dégradations. Pour pouvoir parler de la qualité de cette dégradation, d'accord, plutôt de ce système par rapport à son état de dégradation, donc c'est ça qui va induire un petit peu l'introduction ou bien de la notion de la qualité d'un produit. Donc ici, la fiabilité est la caractéristique d'un dispositif exprimé par la probabilité, comme c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, que ce dispositif, ou bien cet équipement industriel, ce système industriel, va accomplir la fonction requise dans des conditions d'utilisation et pour une période de temps déterminée. C'est-à-dire que vous allez donner donc un rapport, enfin, vous allez évaluer, faire une évaluation de l'état de dégradation de ce bien, compte tenu des conditions. Donc, est-ce que les conditions d'utilisation, est-ce qu'elles ont été respectées dans les cas où vous avez des valeurs nominales d'exploitation et aussi la durée et la fréquence. Donc, on peut rajouter aussi ici la fréquence d'exploitation durant l'intervalle de temps qui sont fixés à l'avance. C'est-à-dire, on peut parler, par exemple, d'une échéance, sur une échéance par exemple, d'un mois, d'une année, de 10 ans, etc. Donc, ça dépend dans quel cas nous sommes. Donc ici, donc le but, si vous voulez, de la fiabilité, donc, voilà, donc elle est basée sur l'expérience, sur l'exploitation, donc l'historique de l'exploitation, et donc elle est directement reliée à la notion de qualité. C'est-à-dire qu'un système, euh, par exemple, qui va produire donc, certains éléments,
ou bien le système lui-même qui a été acquis, d'accord? Donc, soit on va parler du système, soit des produits, mais en général, donc un produit qui a été élaboré. Donc, est-ce que finalement, il est de bonne, de moins bonne qualité? Donc là, c'est bien de dire bon, ou moins bon, mais c'est toujours par rapport à quelque chose, d'accord? Donc là, on ne peut pas dire bon ou moins bon, mais si on ne sait pas par rapport à quoi, nous sommes en train d'affirmer, de donner une telle affirmation. Par exemple, pour une machine qui est constituée d'un nombre, donc de plusieurs composants, d'accord? Euh, donc plus le nombre de composants constituant donc un système, un équipement industriel ou bien un bien matériel, d'accord, augmente, et plus la fiabilité donc, de cette machine, enfin, de ce système-là, va diminuer. Bon, c'est un peu évident parce que plus vous avez donc de composants qui interviennent, plus on augmente la probabilité que un ou plusieurs constituants ou bien plusieurs composants de cet équipement-là, ou bien constituant cette machine, va présenter une certaine défaillance. Euh, voilà, donc il arrive fréquemment un moment où la maîtrise de la fiabilité n'est plus possible. C'est-à-dire que si vous avez un ensemble qui va augmenter de façon exponentielle, donc là, il sera difficile de dire, d'assurer que bon, tous les composants vont avoir une fiabilité de 100%. Autrement dit, la machine aura une fiabilité pratiquement euh, égale à 1, c'est-à-dire que vous n'avez aucune défaillance. Mais là, c'est pas, c'est très peu probable. Donc, effectivement, l'hypothèse d'une défaillance est très probable. Donc, contrairement à, à ce qu'on peut penser comme ça. Euh, alors ici, bon, tout à l'heure, j'avais parlé de conditions. Effectivement, les conditions vont jouer, si vous voulez, un rôle assez important dans la mesure où si les conditions d'exploitation, de fonctionnement sont respectées, bon, ça peut se dire tout à l'heure, nous aurons une certaine fiabilité. Mais généralement, si on ne respecte pas, c'est-à-dire que si un peu on va surexploiter, eh bien, ne respecte pas les conditions. Supposons que c'est un constructeur qui nous a donné, nous a énuméré un certain nombre de conditions d'utilisation. Nous, en tant qu'utilisateurs, nous sommes obligés de les respecter. Si on ne les respecte pas, donc euh, à ce moment-là, même si on avait au départ une assez grande fiabilité, cette fiabilité elle va diminuer forcément. Alors, la meilleure connaissance de la fiabilité provient de l'analyse. Bon, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure aussi. Donc, l'analyse des défaillances, c'est-à-dire il faut se baser sur en fait l'historique des expériences concernant l'exploitation euh, de l'équipement ou bien du système. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut avoir des relevés, d'accord? Donc, avoir des données et exploiter ces données en utilisant des lois statistiques, euh, d'accord, suivant le nombre de composants qui interviennent. Et à ce moment-là, bon, on essaie de déterminer euh, le comportement, bien le degré de fiabilité du système. Donc là, nous avons intérêt à ce que, bien sûr, on fasse des relevés basés, donc il y a l'expérience qui va jouer, et ensuite procéder à l'analyse de ces relevés, notamment concernant l'analyse des défaillances. Alors, si on n'attache pas une grande importance à la notion de fiabilité, cela va se répercuter sur le coût le prix de revient, donc le coût de l'après-vente. C'est-à-dire qu'une fois que nous mettons en vente, s'il s'agit par exemple, ici c'est un cas où nous avons un produit qui est commercialisé, d'accord? Donc là, voilà, c'est un produit qui sort. Donc ce produit qui sort, il y a une probabilité qu'il y ait des retours. Donc ça va entacher non seulement donc ça va non seulement toucher le budget d'exploitation,
c'est en gros le budget de l'entreprise, mais aussi sa marque. Parce que s'il y a beaucoup de retours, il y a un problème au niveau de la marque du produit, c'est-à-dire finalement tout le processus industriel risque disons, de rencontrer des difficultés. Donc, chose que, bien sûr, au niveau dans le monde industriel, on évite à tout prix, hein, parce que là, finalement, le processus par exemple, de fabrication repose en fait, sur les bénéfices, hein. Donc, s'il n'y a pas de bénéfices, on peut dire que l'entreprise est pratiquement amenée à être dissoute. Alors, les coûts de la prévente, c'est quoi? C'est le retour. Donc, il faut gérer les. Pardon? Donc, j'avais dit, c'est quoi les frais? Bon, les frais de retour, bon, c'est tout simplement, il faut gérer donc, les retours. Donc, il faut un service qui va recevoir ça. Ensuite, il y a des remboursements, d'accord? Il y a des échanges. Donc, on échange un produit défectueux par un produit neuf, donc, sans faire de bénéfice. Ensuite, il y a des garanties, donc c'est les applications des garanties, parce qu'il y a une garantie sur 6 mois que le produit peut être retourné sans frais. Ensuite, vous avez des frais judiciaires s'il y a des litiges. Voilà, donc il y a pas mal de frais qui vont remettre en cause euh, la viabilité à ce moment-là, la viabilité de l'entreprise. Est-ce que la performance, si vous voulez, de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise qui produit voilà, ces produits-là, qui commercialise des produits, est-ce qu'elle est performante ou non? Alors, si, par contre, si on augmente, c'est-à-dire si on produit donc des éléments commercialisés avec une grande viabilité, cela suppose que, il y a augmentation des coûts parce qu'il ne faut pas oublier toujours, la maintenance, elle est là pour justement, vous aider, n'importe quel, processus industriel à avoir des répercussions sur le coût, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, sur le budget, donc, il y a une part du budget qui va partir au niveau de la maintenance, mais d'une façon globale, il faudrait que les répercussions de la maintenance aient des retombées positives sur le budget général de n'importe quelle entreprise ou bien n'importe quelle société industrielle. Alors là, c'est un peu ce qui a été illustré par cette courbe. Par exemple, ici, nous avons ici, par exemple, si on produit des éléments avec une grande fiabilité. C'est-à-dire que on va utiliser un bureau d'études qui va travailler très, très longtemps, donc ça va revenir très, très cher. Donc au niveau de la conception, donc les schémas, les dimensions, les données, les performances du système, ou bien de la performance des composants constituant du système, ils ont été choisis parmi les meilleurs. Ok. Ensuite, au cours du processus de fabrication, le processus industriel, donc nous nous attachons à donner euh, le plus grand soin possible. D'accord. Donc tout cela va engendrer du personnel, du coût, du matériel et aussi du temps. Donc au final, donc ici nous avons ici cette courbe-là. Donc au final, vous allez avoir des produits qui sont très très fiables, mais nous allons avoir des coûts qui sont très très élevés. Donc ces coûts qui sont donc, ce sont les coûts à la production. Si ces coûts à la production sont très élevés, à ce moment-là, bon, bien sûr que le produit ne sera pas compétitif au niveau commercial. Donc, à la limite, ce n'est pas intéressant. Donc, si le produit n'est pas compétitif, à ce moment-là, il n'y a pas de vente. Et à ce moment-là, ça va se répercuter sur la santé de l'entreprise. Par contre,
si nous avons des coûts de l'après-vente, si nous attachons au coût de l'après-vente, donc si nous avons des systèmes qui sont très peu fiables, donc ici par exemple, donc vous avez des retours, vous avez des litiges, nous constatons qu'il y a des retours, donc des remboursements, il y a des actions de garantie, il y a des litiges, il y a des dérangements, il y a des retards. Donc tout cela à cause de manque de fiabilité. Donc là, nous avons un manque de fiabilité. Autrement dit, s'il y a un manque de fiabilité, ça veut dire que nous n'en avons pas, en fait, fait jouer ici la maintenance. La maintenance ici est très très faible. C'est un peu l'exemple qu'on a donné dans le premier chapitre. Donc si la maintenance n'est pas très très performante, bien inexistante, donc le coût de l'après-vente vont être très très élevés. Donc si les coûts sont très élevés, ça va se répercuter encore une fois sur la performance du système ou bien de l'entreprise qui gère ce système, ces équipements industriels, ou bien plus généralement le produit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, si on, généralement, donc on va adopter en fait ici une politique où nous avons en fait un équilibre entre la fiabilité, ça il faut trouver des actions de maintenance qui vont définir un degré, il faut mesurer euh, la fiabilité, donc un degré de fiabilité, donc par exemple un paramètre R, de telle façon à ce que le coût total soit minimum. C'est-à-dire qu'il faut minimiser en fait les coûts, aussi bien les coûts de la conception et aussi les coûts par rapport à, à la maintenance, c'est-à-dire les coûts après-vente. Bon, l'après-vente, c'est, voilà, donc il y a des produits qui se périment, voilà, donc il y a des constituants qui se dégradent s'ils ne sont pas vendus, voilà, donc il y a l'emballage, il y a l'aspect publicitaire, etc. Donc tout cela vont contribuer justement à, à, à réduire, à réduire le coût de l'après-vente. Donc il y a un optimum entre les deux. Donc la courbe que nous avons ici, donc elle résume un peu cette situation. Donc, faible fiabilité, ça veut dire derrière, il y a un manque de maintenance. Cela se répercute sur le coût de l'après-vente, donc le coût après, donc, après commerce, après donc sortie du produit. Ok. Et par contre, si donc ici il y a moins de, voilà, il y a une mauvaise maîtrise de la conception, etc. Par contre, en revanche, si nous avons des coûts qui sont très, très élevés. Cela peut être dû à donc à des coûts de conception, donc à des coûts de conception, le bureau d'études, la qualité des composants, etc., qui sont très, très élevés. À la limite, ce n'est pas nécessaire, mais ceci va se répercuter sur les coûts de production, de conception. Et donc, vous allez avoir, c'est vrai que vous allez avoir une grande fiabilité, mais finalement, les coûts ne sont pas supportables. Donc là, il faut trouver un équilibre. Alors, la fiabilité, c'est une probabilité. Donc, ici, si nous nous attachons maintenant à regarder de plus près la définition sur laquelle nous allons nous entendre, alors c'est la probabilité qu'a un bien un produit, bien un système, un équipement en général, à accomplir de manière satisfaisante, donc de manière acceptable, la fonction requise, donc la fonction qu'on lui demande. Et au départ, donc, on s'entend pour la définir, cette fiabilité, dans dans des conditions bien déterminées et pendant une période de temps bien déterminée. Donc c'est un peu exactement ce qu'on avait essayé d'introduire tout à fait au départ. Donc là, il faut trouver donc en quelque sorte un moyen d'évaluer la probabilité qu'a un système donné à effectuer donc sa fonction qu'on lui demande euh, de façon satisfaisante lorsque je le soumets à des conditions, disons, nominales et pendant un temps raisonnable. Par exemple, ici, nous allons nous, nous allons par exemple donner un exemple qui va en quelque sorte réunir l'ensemble des informations dont nous avons besoin pour pouvoir parler de
pour pouvoir évaluer justement cette fiabilité qu'on a notée R. Alors R, généralement donc R, elle est notée R, donc là je sais pas. Généralement, on va la trouver donc avec la notation R. C'est parce qu'en anglais, c'est reliability, donc c'est tout simplement la fiabilité. Donc la reliabilité R, voilà, tout simplement, donc c'est la fiabilité. Alors revenons à l'exemple. Généralement, bon, comme c'est dans le domaine mécanique, on a le mouvement. Donc, dans le mouvement, il y a des frictions, l'usure, elle est beaucoup plus euh, perceptible et visuelle que, par exemple, dans d'autres domaines. D'accord? Donc là, on prend, par exemple, l'exemple d'un roulement de broche qu'on surveille, qu'on analyse, dont on analyse le fonctionnement pendant 20 000 heures. Alors, on s'aperçoit que finalement, sa fiabilité R, donc reliability R, est égale à 0,9, c'est-à-dire en fait 90%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on va faire introduire la notion de probabilité, c'est-à-dire que finalement, sur un délai assez important, on va dire 20 000 ou avoisinant les 20 000 heures, nous avons 90 chances sur 100 que ce roulement-là puisse effectuer sa fonction qu'on lui demande. Voilà. 90 chances sur 100. Alors, la fonction requise, bon, il faudrait que ce roulement-là puisse tourner sans signe de fatigue mécanique apparent, c'est-à-dire des défauts qui sont très très graves, ou bien qui sont très apparents. Et donc, il faudrait que ce pourcentage-là que nous avons donné tout à l'heure puisse être valable dans ces conditions. Alors, le temps donné, donc le temps, c'est l'intervalle de temps, c'est pendant 20 000 heures, d'accord? Et des conditions d'exploitation données. Par exemple, c'est une broche qui tourne à 1500. Donc, tout à fait au départ, nous savons que ce roulement-là est destiné à faire tourner, donc à tourner, enfin, ce roulement-là est adapté à une broche qui tourne à 1500 tours par minute. Par exemple, même la température, on va dire aussi l'humidité, voilà, donc les vibrations, est-ce que l'état de la machine, est-ce qu'il est bon ou non? Est-ce que la machine est neuve ou non? Ok. Parce que tous ces facteurs-là peuvent se répercuter sur justement le fonctionnement du robot. Donc, les conditions, elles sont très importantes. C'est ce que j'ai essayé de mentionner tout à l'heure. Donc là, nous avons effectivement, donc là, nous allons un peu détailler. Donc la probabilité, donc là, c'est juste des rappels. Donc c'est un nombre euh, qui donne sous forme. Et donc ce pourcentage-là, s'il est rattaché à la notion de fiabilité, donc voilà, donc il y a la probabilité que justement la fiabilité, c'est toujours du positif. Ça veut dire que est-ce que quel est en fait le nombre de fois ou de chances que ce résultat-là, donc la fonction requise, est effectuée de manière satisfaisante. Donc c'est ça l'événement. Il se produit sur un nombre total d'essais. Donc, comme c'est une probabilité, donc c'est un nombre compris entre 0 et 1, d'accord? Donc, par exemple, là, nous avons, par exemple, l'intervalle de temps qui est connu avec une fiabilité donc, qui a déjà été évaluée, par exemple, à 0,92, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a 92, effectivement, chances sur 100, puisqu'ici, c'est une probabilité, comme on a envie de le voir, pourcentage, d'accord? Probabilité, donc voilà, on a vu ici. Donc, c'est un pourcentage sur 100. C'est-à-dire nous avons 92% de chances de fonctionner correctement pendant les 1000 premières heures. Ok. Alors, donc pour des produits identiques, ok, donc nous avons par exemple des composants essentiels dans un équipement, dans un système. Ces composants-là sont identiques. D'accord. Donc, s'il y a donc,
toujours une probabilité qu'une défaillance va apparaître sur un ou plusieurs de ces composants. Ces défaillances-là peuvent se produire à des moments qui sont différents, puisqu'ils obéissent, chacun d'eux va obéir à une probabilité, en fait, hein. Donc, c'est une probabilité. Alors, à partir du moment où nous avons plusieurs éléments, en plus, nous allons les analyser, donc le fonctionnement de ces éléments-là, de ces composants, vont être analysés au cours du temps, donc sur un intervalle de temps. Et donc, l'analyse de ces défaillances-là, la fonction de répartition de ces défaillances au cours du temps, d'accord, sera décrite à l'aide de lois qui sont adaptées. C'est-à-dire qu'il y a des lois statistiques, à titre d'exemple, qui sont adaptées pour un nombre de composants qui sont relativement faibles. Et aussi, il y a des lois qui sont adaptées à un grand nombre, par exemple la loi de Gauss, donc des lois statistiques qui sont déterminées à un très grand nombre. Il y a aussi le fait que ces probabilités-là, elles-mêmes sont fonction du temps, c'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles varient. Donc, il y a des lois, par exemple la loi de Weibull, etc., qui va décrire, en fait, euh, le processus de défaillance au cours du temps. Donc là, je pense qu'on va les voir après, mais de toute façon, on va voir les plus connus, etc. Donc, de manière satisfaisante, donc, je pense que j'ai déjà expliqué. Donc, ça, c'est le critère qu'on donne, d'accord, sur lequel on s'entend pour que donc le processus industriel puisse fonctionner euh, de manière satisfaisante, c'est-à-dire que les critères qui sont donnés, hein, d'accord, euh, le produit final, etc. Le temps donné, donc c'est le temps de mesure où la variable de référence permet d'évaluer les performances et d'estimer les probabilités. C'est-à-dire que là, c'est l'intervalle de temps dans lequel nous nous entendons pour pouvoir calculer cette probabilité. Les conditions, donc c'est voilà, donc par exemple ici nous avons vu tout à l'heure, hein, les conditions. Par exemple ici, hein, à titre d'exemple, la fréquence de rotation, mais là aussi, bon, regroupe l'ensemble des paramètres écrivant l'environnement du produit. Le mode opératoire, comment on exploite, d'accord, quelle est la façon avec laquelle le stockage, voilà, donc la péremption des composants du produit, le transport, les variations cycliques de température, les variations aussi de taux d'humidité donc dans lequel évoluent ces composants-là. Donc l'état mécanique des vibrations, est-ce que ces vibrations-là sont tout à fait au début, en commencement, ou bien c'est des vibrations qui atteignent des degrés qui ne sont pas supportables, etc. Donc tout cela en fait, va influer sur la fiabilité d'un système. Alors, comme ici, nous avons en quatrième point, il y a ce qu'on appelle la notion, on peut évaluer et donner ce qu'on appelle des indicateurs de fiabilité. C'est-à-dire, en fait, pour chiffrer ce degré de fiabilité, on va faire appel à ce qu'on appelle des indicateurs de fiabilité. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle le premier indicateur que généralement les gens ils notent par la lettre lambda. Ce paramètre-là s'appelle le taux de défaillance. Donc, le taux de défaillance s'appelle aussi le taux d'avarie. C'est-à-dire, en fait, à combien, sur un intervalle de temps donné, à combien s'évalue, à combien nous avons compté de défaillance sur un intervalle de temps donné. Donc, il caractérise en fait la vitesse de variation au cours du temps euh, de la fiabilité. Alors, généralement, on le note, donc généralement, c'est un taux, c'est un taux, ok. Donc, on peut voir tout à l'heure les unités, donc c'est quelque chose par rapport à quelque chose. Donc là, il est défini comme étant le nombre de défaillances qui ont été relevées sur une durée totale de bon fonctionnement. Voilà. La durée totale de bon fonctionnement, c'est la durée de service
moins la durée des défaillances. Ici, il faut bien un petit peu s'attarder juste un peu sur ça. Par exemple, si nous avons fixé un intervalle d'analyse, mettons 100 heures. Ok. Mais il n'est pas garanti que pendant ces 100 heures, on présente zéro défaillance. D'accord. Peut-être qu'il y a un certain pourcentage de défaillance. Donc, ces défaillances-là, bon, ça va nous prendre un certain temps. Par exemple, on va mettre 10 heures. Mais, mais nous sommes fixés tout à fait au départ. On ne sait pas combien ça a duré, mais finalement, ça a duré 10 heures. Mais moi, je vais tabler sur 100 heures. Ok. Donc, finalement, la durée de bon fonctionnement réellement, c'est 90 heures. Donc là, c'est la durée totale de bon fonctionnement, c'est la durée de la mise en service, d'accord, moins la durée de défaillance. Parce que la durée de défaillance, ça veut dire que le système, déjà, il était à l'arrêt. Donc, on ne peut pas le considérer comme étant un, un bon fonctionnement, logiquement. Et en toute logique, on ne peut pas le considérer comme étant un intervalle dans lequel nous avons exploité correctement. Ok. Donc là, effectivement, la durée de fonctionnement, c'est la durée totale, donc sur laquelle nous sommes entendus tout à fait au départ. Il faut tenir compte de la durée des défaillances. Généralement, bon, on utilise voilà, le nombre de défaillances par heure, ok, ou bien le nombre de défaillances pour 1000 heures, etc. Un exemple, un produit qui a 10 puissance moins 7, un lambda, donc un taux de défaillance compris entre 10 puissance moins 7 et 10 puissance moins 5 par heure. Ok. Donc, si je veux donner j'exploite ça tous les 1000 heures, tous les 1000 heures, toutes les 1000 heures. Donc ici, bon, on va dire que finalement, le taux de défaillance pour 1000 heures est compris entre 10 puissance moins 4 et 10 puissance moins 2. C'est-à-dire que le taux de défaillance, je dois le rapporter pour une durée totale de 1000 heures, on va dire. D'accord. Donc à ce moment-là, bon, euh, 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 le taux de défaillance qui a été calculé par heure, ici, un lambda, par exemple, ici, est égal à 10 puissance pour 1000 heures. Ok. Alors que ici, il est égal à 10 puissance moins 5 par heure. C'est normal. Parce que ici, nous avons prolongé la durée d'exploitation. Alors, la durée de bon fonctionnement, c'est la période pendant laquelle le dispositif en activité, ok, est exposé à des défaillances. Ok. Nous allons donner un exemple ici pour pouvoir évaluer tout ça. D'accord. Donc, dans l'exemple 1, par exemple, nous avons ici, je vais essayer donc, voilà, nous avons ici, vous avez par exemple des composants qui constituent un équipement électrique ou bien mécanique ou bien électronique. Ces composants-là, ils sont identiques. Ils ont été testés sur une période de 550 heures. En même temps, c'est-à-dire pratiquement dans les mêmes conditions, d'exploitation. Donc là, nous avons huit composants. Donc vous avez le premier qui tombe en panne. Mais là, apparemment, il a été éliminé. OK. Il a été éliminé. Bon, mais il fait partie quand même des 8. Hein. Donc là, il faut bien se السلام عليكم concentrer. مسيو. Oui. مسيو ما كاش البارطاج ديكرون. Ah, peut-être. Je vais, parce que là, pour moi, je vais كاين بروبليم في البيسي تاعو. parce que ici, je présente. Hein. دوك انا عند خويا. هو جاينا حنايا. اوكي دوك انا عند Très bien, parce que pour moi, il me dit que je présente, normal. اوكي مسيو. Ouais. Donc là, si vous voulez c'est-à-dire, si vous voulez prendre en considération, parce que là, je cherche juste à faire des comme un peu lourd, c'est-à-dire pour faire l'analyse de façon, on va dire, ah voilà, donc je sais pas, allez, voilà. Donc, c'est-à-dire dans l'exemple 1 ici,
si on veut le traiter de façon globale, il ne faut pas perdre de vue que vous avez à en fait, faire un rapport sur les 8 composants en même temps. Je vais donner une description sur mes 8 composants. Je ne vais pas juste donner un rapport sur un composant ou deux. Ok. Donc, mon système, finalement, je le vois de façon globale. Mais je sais que mon système de façon globale est constitué de 8 composants. Alors, là, bon, vous avez donc par exemple le premier jusqu'au huitième. Donc là, ils ont donné toutes les informations. Par exemple, le premier tombe en panne de manière irréparable, c'est-à-dire que je ne peux pas le récupérer. Finalement, il a cessé de travailler. Il ne travaille plus. Ok. Après 65 heures sur les 550, c'est-à-dire que finalement, le temps de TPF, son TPF est égal à 65. Ok. Son TPF, c'est clair, hein, je pense que c'est clair. Hein. Bon, pour pouvoir l'écrire, c'est un peu lourd, mais c'est pas grave. Par exemple, le premier, donc le premier, donc son TBF, TBF, est égal à 65 heures. Hein. Ça, c'est le texte qui le dit. OK? Parce qu'après 65 heures, il a été carrément éliminé. OK. Par exemple, le deuxième, donc il tombe en panne, ça veut dire que c'est bon. Donc finalement, il a fonctionné quand même pendant 115. Le troisième tombe en panne après 135. Le quatrième, il a fonctionné, etc., jusqu'à 340. Ensuite, il tombe en panne, mais de manière irréparable. D'accord. Le cinquième, donc 535. Et vous avez le sixième, septième, huitième, ont fonctionné pendant 550 heures, sans tomber en panne. Donc, on vous demande, par exemple, de calculer le taux de défaillance. Donc là, nous avons combien de défaillances, en fait? Vous avez le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième. Donc, vous avez 5 défaillances. Nous avons 5 défaillances. Donc là, nous avons un lambda qui est égal à 5 sur le premier, la fonction, son TBF est égal à 65. Le deuxième, son TBF, c'est-à-dire son temps de bon fonctionnement, c'est 135, plutôt ici 115. Le troisième, c'est 135. Le quatrième, il a fonctionné, donc il a un TBF de 340. Et en fait, le cinquième, 535. Il y a aussi le sixième, le septième et le huitième. Ils ont un des TPF, ils ne sont pas tombés en panne, donc ils ont fonctionné pendant 550 heures. Donc c'est 3 fois 550. Donc ce rapport-là est égal à 5 sur 2840. Et donc finalement, lambda pour ce système-là, pour cet exemple, est égal à 0,00176 défaillance, disons, constatées, voilà, etc. Donc, ou bien qui ont été constatées, qui ont existé par heure. Donc, si nous rapportons ça à 1 heure, donc vous avez 1,76 10 puissance moins 3 défaillances par heure. OK. Par exemple, pour 1000 heures, on va multiplier par 1000, donc on aura, en fait, en taux, c'est une défaillance, 7 pour 1000 heures. Voilà, donc celui qui gère quelque chose d'entreprise, il sait que sur un délai de 1000 heures, voilà, donc il a un taux de 1,7. Bon, 1,7, ce n'est pas 10. D'accord, OK? Et ce n'est pas 0. Donc, nous avons une donnée chiffrée. C'est un indicateur de fiabilité. Ici, c'est un indicateur de fiabilité. OK? C'est un premier indicateur, du moins, de fiabilité. Nous avons aussi, s'il y a des exemples, bon, s'il y a des questions, mais sinon, on va regarder l'exemple numéro 2. Ici, nous avons une machine, voilà, une machine donc, qui fonctionne en automatique, etc. Nous avons le cycle opératoire, c'est-à-dire la durée la durée d'analyse de notre système est égale à 155 heures. OK. Donc ça, c'est une machine. OK. Bon, elle est constituée d'éléments. Il y a des joints, il y a des composants, il y a des fils, etc. Bon, bref. Donc là, nous sommes intéressés sur une période, finalement, sur le rapport, sur 155 heures. Bien. Alors, le système de façon globale. Hein.
va subir 5 défaillances. Ici, nous avons 5 défaillances à des moments différents. Alors, ces 5 défaillances, elles sont suivies de réparations, puis une remise en activité. C'est-à-dire que finalement, euh, voilà, c'est-à-dire que la machine, bon, je ne sais pas quel est l'élément qui est tombé en panne. À la limite, ça ne m'intéresse pas, mais je sais que de façon globale, la machine s'est arrêtée. Donc là, je fais référence à la machine de façon globale ici. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc la machine de façon globale, c'est la machine automatisée. Je la regarde de façon globale. Mais ce qu'on me donne ici, c'est en fait, ce sont les durées d'arrêt, hein. Parce que la durée respective des défaillances, c'est-à-dire réparation, puisqu'il y a eu réparation. D'accord? Donc, s'il y a eu réparation, il y a certainement un arrêt. Donc, ce n'est pas un bon fonctionnement, c'est un fonctionnement à l'arrêt. Plutôt, c'est un arrêt, il n'y a même pas de fonctionnement. Alors, pour les 5, nous avons constaté qu'il y a 5, donc je sais combien. La première, elle a duré 2,5 heures, donc c'est un temps de mauvais fonctionnement, on va dire. Le deuxième, c'est 8,3, donc voilà, c'est à retirer des 155 heures, hein. Il s'agit toujours de la même machine. Donc, la même machine, elle a subi une troisième défaillance qui a donc mis à l'arrêt qui a été mise à l'arrêt pendant 3,7 heures. La quatrième, plutôt 2, 3, 4 et 5. Et là, donc 1, 2, 3, 4, 1,8 heures, OK, et 7,75 heures. 7 heures et demie, voilà. Calculez le temps. Donc, le nombre de défaillances constatées sur la période, hein, peu importe, mais là, je la connais, on me l'a dit comme ça, hein, OK. Donc, elle est égale à 5. Maintenant, il faut chercher le TPF global par rapport à cette machine. Le TPF global par rapport à cette machine, il est égal donc à la durée du cycle opératoire, c'est-à-dire la durée de l'analyse, autrement dit 155 heures. Il faut déduire le nombre total qui a constitué la durée de réparation. C'est la durée totale de réparation. Donc, c'est la somme des arrêts. Donc là, on trouve que nous avons ici 5 sur 131. Donc là, nous avons 3,81 défaillances, plutôt 0,0381 défaillances par heure. OK. Maintenant, pour 1000 heures, bon, il suffit de. Pour 1000 heures, vous avez ici 38 défaillances pour 1000 heures. Voilà. C'est un indicateur. Donc, sur 1000 heures, il se pourrait qu'il puisse apparaître toujours dans les mêmes, logiquement, toujours dans les mêmes conditions d'exploitation. Il ne faut pas changer les autres données, hein. En supposant que les données d'exploitation, la qualité des pièces n'a pas changé, le personnel n'a pas changé. Donc, sur 1000 heures, nous avons certainement 38 défaillances qui vont apparaître, plus ou moins quelque chose. OK? Alors, nous allons aborder aussi ici un aspect qui est très important dans le domaine de la maintenance industrielle. Il s'agit de ce qu'on appelle les allures typiques. Donc ici, donc là, je peux rajouter, puisque ça va être donné de toute façon. Là, je peux rajouter, hein. C'est ce qu'on appelle les courbes en S, donc OK, en B noir. Alors, ce sont des courbes qui vont caractériser, qui vont décrire le processus de défaillance au cours du temps, OK? Et généralement, c'est aperçu que dans divers domaines, ces courbes-là, donc au fil du temps, vont ressembler, donc elles vont présenter donc à gauche, donc, au début, un flanc qui est descendant, et donc vers la fin, autrement dit vers la droite de la courbe, un flanc qui est ascendant, et avec on va dire avec un plat au milieu. OK. Alors, les allures typiques, ce sont donc ce qu'on appelle des courbes, généralement ressemblent à des courbes en baignoire. Euh, donc ici, le taux de défaillance, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, là peut-être on a fait, par exemple, si on revient à l'exemple 2, nous avons ici une machine. Elle a été, par exemple, cette machine, elle a été achetée il y a 6 mois. OK? On a fait cet exemple. On a fait ces données, on a trouvé ça. OK? Par exemple, 2 ans plus tard, donc il y a 2 ans où la machine a fonctionné, etc. On prend toujours le même exemple avec la même durée. Il se pourrait très bien que
le taux de défaillance ne sont pas le même. Parce qu'entre-temps, il y a eu des produits qui ont été, qui ont vieilli, donc il y a l'aspect vieillissement des composants. Il y a aussi des conditions qui n'ont pas été respectées. Il a fait chaud pendant une année, etc. L'humidité, la maintenance qui n'a pas été respectée, le nettoyage n'a pas été fait, etc. Donc, il se pourrait, par exemple, généralement, que ce taux de défaillance-là va augmenter. Donc là, par exemple, ici, le lambda, le premier indicateur que nous avons donné, n'est pas toujours garanti que cet indicateur, c'est-à-dire ce taux de défaillance, soit constant. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire, imposer le fait que lambda, il est toujours constant pour la même machine. Non. Le lambda, il a été évalué pendant une certaine tranche du cycle de vie. Par exemple, au début, à la fin, au milieu. Donc, c'est un peu ces courbes-là qui vont un petit peu essayer de nous rendre, si vous voulez, de représenter cette situation. Donc, pour la majorité justement des produits, lambda n'est pas constant. Donc, il y a ce qu'on appelle une variation au cours du temps. Et ces variations-là, par rapport à divers domaines industriels, ressemblent à ce qu'on appelle une courbe dite en baignoire. On distingue généralement trois zones. Trois zones. Donc, la première zone, ici, où nous avons ici un flanc qui descend, d'accord? Donc, ces courbes-là vont présenter en fait le taux de défaillance au cours du temps, en fonction du temps. Donc, il y a trois zones. La première zone ici, qui constitue donc les premiers intervalles d'exploitation, de la mise en exploitation du bien matériel, bien du système industriel. Là, nous constatons que finalement, le taux de défaillance, vraiment tout à fait au début, donc il est quand même assez élevé. Hein. Donc, il est assez élevé, mais au cours du temps, il diminue. Donc, il arrive à avoir des valeurs qui commencent à diminuer sur une certaine intervalle de temps. Ensuite, deuxième zone, la zone 2 ici, représentée par la zone 2, on constate que finalement, ce taux de défaillance qui a été calculé par le service maintenance, vraiment, il ne change pas tellement. Donc, on peut considérer ici que sur cet intervalle qui est situé dans la zone 2, la zone du milieu, il est pratiquement considéré comme étant constant. C'est-à-dire que je sais par exemple, sur un mois ou 2 mois, que le mois prochain, bon, c'est pratiquement la même défaillance, le même taux de défaillance que j'ai pendant ce mois-ci, etc. Ensuite, au cours de l'exploitation du bien, donc au cours du temps, durant son cycle de vie, bon, je constate que finalement, à chaque fois que je fais les calculs sur le taux de défaillance, eh bien, je m'aperçois que ce taux de défaillance-là augmente. Donc finalement, sur le cycle de vie, il y a une courbe qui va avoir un flanc descendant, donc un palier, ensuite un flanc ascendant. Et donc, cette courbe-là ressemble à une baignoire. À titre d'exemple, vous avez ici une courbe typique qui concerne les équipements électroniques, parce que, bon, finalement, les équipements électroniques, ils ont quand même une certaine, parce que comme il n'y a pas l'effet de mouvement, il y a juste l'effet électrique, électrostatique, et la température seulement, mais il n'y a pas vraiment de mouvement, donc il faut juste serrer les câbles, etc. Donc, on obtient de telles courbes qui vont, qui vont être décrites, qui peuvent être décrites divisées en trois zones. Alors, la première zone s'appelle euh, la zone de jeunesse, hein, qui va en fait représenter en fait les défaillances dites de jeunesse. Ok. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte le système qui a été mis en exploitation va présenter, durant les premiers intervalles de son cycle de vie, des défaillances. Ces défaillances-là ne sont pas vraiment du type usure, puisque le matériel, on peut considérer que les matériaux, bien les composants de ce système-là sont à l'état neuf, pratiquement. Bon. Mais ils ont été conçus avec des défauts d'origine. Donc, par exemple, il y a des défauts sur certains éléments qui sont dus à l'origine des pièces. Donc, c'est des pièces qui présentent des défauts. Premièrement. Peut-être que celui qui exploite le système ne connaît pas, enfin, n'est pas entraîné. Donc, il n'a pas la connaissance suffisante pour pouvoir bien exploiter le bien. Donc, peut-être qu'il a fait des fausses manœuvres, tac, bon, nous avons une défaillance.
mais ce n'est pas vraiment le fait que c'est la machine. Hein. Donc c'est un petit peu des défaillances qui sont dues, euh, si vous voulez, à l'intervalle précoce des premiers instants, premier intervalle de temps d'exploitation. Donc la zone 1 s'appelle la zone de défaillance de jeunesse. Okay. Ensuite, quand les systèmes ils sont bien rodés, par exemple les équipes d'exploitation, par exemple les ouvriers, bien les agents, sont bien entraînés, on maîtrise la documentation, on a les pièces qu'il faut, nous faisons des maintenances qui sont correctes, selon le planning, l'agenda, l'échéancier prévu, etc. On constate que finalement, le taux de défaillance, il est constant, plus ou moins constant. Donc ici, s'il y a des probabilités, il y a toujours une probabilité qu'il y a des défaillances, mais ce taux de défaillance-là, il est pratiquement constant. Okay. Donc il est constant. Bon, il y a des défaillances, hein, mais leur taux est constant. Donc cette zone-là s'appelle zone de défaillance de maturité. C'est-à-dire que finalement, bon, comme le taux de défaillance est maîtrisable, on va dire, jusqu'à un certain degré. Donc finalement, il y a une certaine maturité, aussi bien du côté de la machine que des composants concernant la machine, qu'au niveau de l'exploitation et aussi de la maîtrise des conditions. Ensuite, dans la zone 3, là où le taux de défaillance là, va augmenter, eh bien, ces défaillances-là, elles sont généralement dues à cause de l'usure, c'est-à-dire que finalement, il y a beaucoup de composants qui ont travaillé assez longtemps. Même avec la maintenance, il arrive au bout d'un moment où des composants arrivent à leur fin de cycle de vie, etc. Donc finalement, le système n'en prend pas souvent. Et donc là, nous avons la zone 3 qui est donc représentée à cause des défaillances qui est due à cause des défaillances d'usure. Okay. Donc ici, ce sont des défaillances de jeunesse, ici, ce sont des défaillances de vieillissement. D'accord. Et ici, c'est la défaillance où vous avez la performance optimale du système. Vous avez ici, par exemple, dans le domaine mécanique, électromécanique, donc vers la fin du cycle de vie, on constate que finalement, avant que j'entame la zone 3, dans la zone 2, il y a quand même le lambda qui commence un peu à augmenter pour finalement avoir une variation assez rapide du taux de défaillance au cours du temps, ceci à cause des éléments en mouvement, parce qu'en mécanique, il y a l'aspect mouvement. Donc, il y a des pièces mécaniques qui sont en mouvement. D'accord. Et donc, à ce moment-là, l'usure, elle est plus importante. Donc, ça explique un peu. Ce qu'il faut retenir ici, donc, résumé, donc dans la zone 1, c'est la période, oui, c'est la période de défaillance précoce. D'accord. Donc, défaillance, comme ici, on a noté ici. Défaillance de jeunesse, ok, défaillance de jeunesse, période de jeunesse. Donc, c'est le début de la vie du produit. Et donc, il y a des erreurs qui sont commises, non pas à cause de l'usure, mais en fait parce qu'il y a des défauts qui sont des composants. Il y a un composant qui a été présenté un défaut, mais l'état général du bien, il est conservé, etc. Mais au fur et à mesure qu'on sait d'où vient le problème, qu'on fait le diagnostic rapide, qu'on a changé ce qu'il faut changer, on arrive à maîtriser les conditions, la fréquence d'exploitation, on fait attention, etc. Donc finalement, on a moins de problèmes. Donc finalement, le taux de défaillance, la fréquence, le nombre de défaillances au cours du temps va diminuer. Autrement dit, lambda va diminuer. Donc vous avez voilà, le contrôle, les rodages, voilà, tout ça. Il y a une petite maîtrise qui a été donc, il y a des lois statistiques parce que cette période-là, ça dépend dans quel cas vous êtes. Hein. Vous êtes en électronique, en électrotechnique, en mécanique. Donc là, en termes de temps, je ne sais pas. Bon, c'est juste une période. Cette période, en termes, par exemple, de durée, ça peut être en quelques mois, quelques années, quelques semaines. Donc là, on ne peut pas savoir. Donc là, il est important de connaître, de maîtriser ce processus de défaillance précoce, il faudrait faire appel à des lois statistiques. Parmi elles, il y a ce qu'on appelle la loi de Weibull, parce que cette loi de Weibull, elle est assez répandue et assez utilisée. Je pense que Weibull, c'est un savant suédois
qui était, je pense, si vous regardez sur Internet, il a été confronté à un problème, par exemple, au niveau du transport, parce qu'avec la révolution industrielle, bon, il fallait aussi développer l'aspect, il fallait mécaniser le transport. C'est vrai que le transport est devenu, donc avec des véhicules qui sont mécaniques, et donc avec leur nombre, il y a eu bon, quand même plus le nombre de véhicules donc, donc, qui ont des aspects qui sont donc, gérés. Voilà, ce sont des véhicules mécaniques, hein, augmente, et plus il fallait gérer un peu voilà, donc, les périodes, les pannes, etc. Donc, il a trouvé, si vous voulez, une loi qui va permettre de décrire, de décrire ces défaillances-là au cours du temps. En particulier, ici, puisque nous sommes dans la zone 1, cette loi peut vous donner donc une représentation mathématique pour c'est-à-dire pour la période de jeunesse, au début de l'exploitation. Mais quand vous voyez le cours de statistique, cette loi, elle est valable, en fait, elle est valable dans les trois. On peut décrire avec la même loi, c'est pour ça que les gens l'utilisent, dans les 3 ans. Donc, elle peut être exploitée. Il y a des paramètres qui sont adaptés pour la zone 1, la zone 2 et la zone 3. Donc, en particulier ici pour la zone 1. La période 2, bon, généralement, c'est la période où on exploite de façon, on va dire, normale notre bien. C'est la zone de maturité. Bon, généralement, les gens, ils sont tranquilles. À partir du moment où ils savent que finalement, ils savent à quoi s'en tenir, c'est-à-dire qu'ils connaissent la valeur de lambda qui est pratiquement constante. Donc là, on se prépare pour avoir un lambda pratiquement constant. Donc on connaît le lambda. Donc s'il y a bien sûr des défaillances, ces défaillances-là, elles obéissent à des probabilités. Donc c'est un phénomène tout à fait aléatoire, donc on ne peut pas savoir. Mais on connaît, par contre, en revanche, on connaît son taux. Généralement, on va voir, même dans les exemples qui vont suivre, que cette loi, généralement, on l'appelle la loi exponentielle. Donc, la loi exponentielle, c'est-à-dire que la fonction de répartition de fiabilité au cours du temps va suivre une loi exponentielle. Donc, une loi exponentielle. Cette loi exponentielle va utiliser un paramètre de variation. Et ce paramètre n'est autre que le taux de défaillance. Donc là, ça se démontre mathématiquement si, bien sûr, nous avons un lambda qui est constant. Nous allons voir que finalement, et c'est la conclusion justement par rapport à la zone 2, c'est que si si vous êtes toujours dans la zone 2, il s'applique la distribution exponentielle. OK? Et donc, si vous avez une distribution exponentielle, vice-versa, ça veut dire que nous avons affaire à un lambda constant. Autrement dit, lorsque le taux de défaillance il est constant, il est représenté par une fonction exponentielle, avec le paramètre là. La troisième zone, c'est la zone par défaillance, par vieillissement. Okay. C'est la fin de vie, donc voilà, donc on va juger, est-ce qu'on va on va éliminer ce système selon la vitesse avec laquelle le taux de défaillance augmente avec le temps. Donc c'est à vous voilà, il faut juger de cette vitesse pour décrire justement l'état de dégradation plus ou moins avancé du matériel qui est donc ces dégradations-là, donc elles sont dues, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un phénomène de fatigue mécanique, fatigue hydraulique, voilà, dérive des composants, voilà, donc mauvais serrage, péremption des produits, etc. Alors pour comme ici, bien sûr, le taux lambda n'est pas constant. Donc on ne peut pas appliquer la loi exponentielle qui, elle, suppose que le taux de variation, le taux de différence, il est constant. Donc on va faire appel à des lois qui ont prouvé leur efficacité. Lorsque vous avez des augmentations de ce taux de défaillance, donc selon la densité de la population.
Donc, si vous avez beaucoup de composants, donc à chaque type de problème, nous allons adapter une loi statistique qui est la mieux, qui va nous décrire le mieux possible notre système. Et en particulier ici, on remarque même ici la loi de Weibull. Donc la loi de Weibull, vous pouvez l'utiliser soit pour la zone 1, soit pour la zone 3. Par contre, ici, pour ce qui concerne la loi de Weibull, il y a deux façons de l'exploiter. Donc, il y a soit si vous avez des données, on peut les exploiter de façon analytique, c'est-à-dire que bon, il y a des calculs qui vont être faits, soit de façon graphique, c'est-à-dire qu'on va tracer donc les défaillances au cours du temps. Ensuite, il y a des courbes qui vont être tracées et en exploitant la courbe, on détermine les paramètres de la loi de Weibull. Par contre, ici, par exemple, dans le deuxième cas, bon, il suffit de connaître un seul paramètre qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le taux de défaillance. Je ne sais pas si c'est rapide ou non. En tout cas, c'est ce que je voulais montrer. Peut-être qu'il nous reste encore 2-3 minutes pour voir juste, parce que ça, c'est le A. Je regarde juste ici. Pour ce qui concerne le taux de défaillance, donc là, nous avons le A, qui est le taux de défaillance. Donc, nous allons parler, introduire et on va terminer parce qu'on va l'utiliser souvent. Donc là, je préfère. Le B, c'est la MTBF. La MTBF, c'est la moyenne. Donc là, il s'agit de faire un calcul. Voilà, c'est moyenne. Moyenne, c'est un calcul hein, dans le temps. Dans le temps. Et ce calcul, donc ce nombre, qu'on appelle la MTBF, okay, donc c'est une moyenne qui va nous renseigner sur les temps de bon fonctionnement. Bon, je suis en train de réfléchir parce que je vais taper juste ici une chose. Donc, MTBF ici, c'est moyenne. Ça, c'est moyenne des temps de bon fonctionnement, mais même en anglais, on peut, bon, ils ont MTBF, F, F, bon. Et là, il faut peut-être s'assurer juste après. En fait, il y a deux définitions. Et on peut ici dire aussi mean time, donc c'est le temps moyen. Mais bon, je n'aime pas trop revenir sur ça, parce que le before ici, qui veut dire avant, il peut avoir son importance quand on regarde les choses de façon détaillée. Ça risque de ne pas coïncider avec la définition qu'on donne ici en français. Mais en tout cas, before failure. Voilà. Donc, on a fait un peu exprès. Hein. Bon, pour que ça tombe juste MTBF. Mais bon, il faut regarder ici. Voilà, ici, voilà, c'est écrit ici. Me time before failure. Mais, mais il y a aussi une autre définition qu'on peut avoir aussi. Il vaut mieux ne pas. Donc, nous, on va garder cette contraction qui veut dire la moyenne des temps de bon fonctionnement représente la moyenne des temps voilà, de bon fonctionnement. C'est-à-dire que si vous connaissez la durée des intervalles dans un cycle donné, les intervalles où nous avons constaté qu'il y a un bon fonctionnement. Donc, c'est une durée de bon fonctionnement. Okay. Mais quand même, il y a une défaillance qui survient entre deux bons fonctionnements. Okay. Donc, selon le nombre de défaillances que nous avons constaté durant tout ce cycle-là, bon, on peut déterminer un paramètre qu'on appelle la moyenne des temps de bon fonctionnement. Donc, la définition logique, ce serait quoi? Ce serait donc, comme c'est un temps en heures, en secondes, en semaines ou bien en années, en mois, donc c'est la somme des temps. Donc, ici, c'est un temps de bon fonctionnement, OK? Entre toutes les défaillances que vous avez constatées. Bon. Il n'est pas exclu qu'on présente une défaillance. Cette défaillance peut durer, par exemple, 2 heures. C'est pas grave. Donc, 2 heures et on remet le système, etc. 3 heures et on remet le système. L'essentiel, c'est qu'ici, vous disposez de la somme des temps de bon fonctionnement sur le nombre d'interventions, c'est-à-dire en fait le nombre d'interventions de maintenance avec immobilisation, c'est-à-dire avec arrêt. Autrement dit, c'est le nombre de défaillances,
puisqu'on immobilise pour effectuer une action de maintenance, une intervention, seulement s'il y a une défaillance. C'est logique. Donc là, effectivement, on peut dire que c'est voilà, c'est toute la durée de bon fonctionnement constatée sur le nombre d'interventions. Donc, je ne sais pas, on peut voir, hein, juste, et là, on va arrêter. Comme ça, vous allez pouvoir réfléchir après. Hein. Pour la moyenne de la MTBF, c'est la durée de vie moyenne du système. Et là, bon, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir parce que la durée de vie, elle a, je ne sais pas si vous avez fait le module statistique, mais elle a une définition bien, bien, bien connue au niveau, enfin, bien déterminée, bien précise, je veux dire, euh, en cours de statistique. Mais on verra après. On, on peut démontrer plus tard, mais là, on vous donne juste le résultat, mais ça se démontre. Hein. Nous, on va le faire après dans la prochaine séance. Si le taux de défaillance est constant, c'est-à-dire que si nous sommes dans la période de maturité, au milieu de la courbe que nous avons vue tout à l'heure, donc ici, par exemple, si vous avez le taux de défaillance, il est constant, on peut montrer facilement que la MTBF, cette MTBF-là, c'est l'inverse du taux de défaillance. OK? C'est 1 sur lambda. Autrement dit, bon, pour les gens qui aiment les formules, MTBF est égal à 1 sur lambda. Un exemple, et on termine. Vous avez ici un compresseur. Donc là, il est considéré comme étant, comme tout à l'heure, hein, je vais considérer mon système voilà, de façon globale. Je ne cherche pas à comprendre. Je le prends en tant que système. Okay? Un compresseur. OK? Ce compresseur-là, bon, je suis en train de le surveiller. Il a fonctionné pendant 8000 heures en service continu. C'est-à-dire que je le mets, j'en ai besoin. Pour qu'il puisse être en fonctionnement pendant 8000 heures. Voilà, c'est la mise en service pendant 8000 heures. On continue en plus. Okay. Alors, on a constaté qu'il y a eu 5 défaillances en fait. Hein. 5 défaillances. Les durées de réparation, c'est-à-dire les interventions, comme on dit ici, intervention de maintenance avec immobilisation, c'est-à-dire avec arrêt. Donc la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc, nous avons 5 défaillances avec 7 heures, 7 heures, 22 heures, 8h30, 3h30 et 9 heures. Okay. On vous demande de calculer sa MTBF. Donc la MTBF, c'est quoi? C'est la somme, la durée totale de TBF. Okay. Entre chaque de. Bon, là, ce n'est pas la peine de rappeler que puisqu'il a été mis en service pendant un cycle de 8000 heures, donc avec 5 défaillances. Ça veut dire que après chaque défaillance, il a été remis en service. Sinon, il est arrivé à l'arrêt. Ici, ce n'est pas la peine qu'on vous dise, mais vous savez qu'il a été remis en service. Donc finalement, la durée totale, c'est 8000 heures, moins la durée d'immobilisation. Puisqu'à chaque fois, il revient à son état de fonction. Donc après 7 heures, bon, après 7 heures, la première différence, il a été arrêté pendant 7 heures. Mais après 7 heures, bon, il a été remis en fonctionnement. Okay. Il fonctionne pendant une certaine durée. Ensuite, il y a eu une autre défaillance plus tard où l'arrêt a été de 22 heures. Okay. Donc, après l'arrêt des 22 heures, il a été encore une fois remis en service. Donc, le service, finalement, il a été mis en continu. Hein, okay. Donc, la durée de mise en service, en fait, c'est 8000 heures. Si vous retranchez le nombre total d'heures constituant les interventions, nous avons donc ici la parenthèse qui va faire la somme. Sur le nombre de défaillances. Donc là, nous avons constaté qu'il y a ça. Donc ici, la MTBF, elle est égale à 1590 heures. Okay. C'est une moyenne. Donc là, pour avoir une défaillance, OK, au moment ici, je ne sais pas si c'est mal sorti, en moyenne, pour une défaillance apparaisse, le compresseur va fonctionner pendant 1590 heures. Logiquement. Hein. Pourquoi? Parce que si vous avez un lambda qui est constant, c'est-à-dire que ce compresseur-là, il n'est pas dans sa zone, il n'est pas dans sa zone de jeunesse. Okay. Il a déjà fonctionné normalement pendant certaines durées auparavant. Ce n'est pas un compresseur qu'on va mettre, qu'on va jeter, qu'on va éliminer.
C'est un compresseur qui fonctionne normalement durant sa période de maturité. Donc, si c'est le cas, à ce moment-là, on peut considérer, par exemple, nous avons constaté que lambda est constant. Donc, à ce moment-là, si vous avez la MTBF égale à 1590 heures, bon, son taux de défaillance est égal à 1 sur MTBF égale 1 sur 1590 égale, donc le lambda, son lambda est égal à 6,28 10 puissance moins 4 défaillance par heure. OK? Ou bien il y a 0,628 défaillances constatées pour un fonctionnement un cycle de 1000 heures. Okay? Donc là, j'ai fait le calcul. 6,28 10 puissance moins 4 fois 1000 heures égale 0,628 défaillances pour 1000 heures. Donc, la conclusion, nous avons introduit la notion de fiabilité. Ensuite, nous avons procédé jusqu'à présent à introduire deux indicateurs nous avons introduit deux indicateurs de la fiabilité, le taux de défaillance et la moyenne de temps de bon fonctionnement. Ensuite, nous avons parlé de la zone, plutôt de la courbe typique du taux de variation du taux de défaillance au cours du temps. Vous avez remarqué généralement qu'il y a trois zones, la zone de jeunesse, la zone de maturité et la zone de vieillissement. Il y a la zone d'usure, hein, comme ici, les défaillances d'usure qui sont dues à la défaillance d'usure. Et nous avons dit que les deux indicateurs étaient l'inverse l'un de l'autre. On va le démontrer mathématiquement dans la prochaine séance, que le taux de défaillance est l'inverse de la moyenne des temps de bon fonctionnement. Ceci n'est valable que si vous êtes dans la zone de maturité où le taux de défaillance lambda est supposé constant. Si vous n'êtes pas dans la zone de... Si nous ne sommes pas dans la zone de maturité, on ne peut pas dire que la moyenne des temps de bon fonctionnement, c'est tout simplement l'inverse au sens numérique du taux de défaillance, parce que le taux de défaillance lui-même va augmenter. Donc, on ne peut pas définir finalement une moyenne qui serait juste. Par contre, il faut faire appel à des lois, comme on l'a vu tout à l'heure, à des lois statistiques. Bien, donc s'il y a des questions, sinon la prochaine fois, on va parler de la répartition de la fiabilité au cours du temps. Donc s'il y a des questions, sinon je vous dis, voilà, sinon je vous dis bon courage, à bientôt. Merci. Merci, monsieur. Salam alaikum. Voilà, Salam alaikum. ça va, bon courage.